bonsoir à vous tous. Je vous remercie d'être là ce soir pour venir écouter Muriel Magellan, ma très chère Muriel, en dépit du coronavirus, des intempéries, voilà, ça nous touche beaucoup que vous soyez là. Alors, ce n'est pas la première fois que je reçois à la Reine Blanche Muriel Magellan. Tu es venue déjà parler de l'un de tes romans. Oui. C'était Les Indociles. Les Indociles. Ouais. On venait de se rencontrer. Parce que en fait, entre Muriel et moi, c'est un petit peu une histoire qui commence à durer là. Oui. Alors pour ceux qui ne te connaîtraient pas encore, Muriel, je vais te présenter. Puis tu m'arrêtes tout de suite si tu trouves que ma présentation est lamentable. Muriel, tu es... alors, je t'invite surtout ce soir en tant que romancière. Oui. Tu es romancière. On va parler du dernier livre que tu as publié aux éditions Julliard, Changer le sens des rivières. On va en parler dans un instant. Donc tu es romancière, mais tu as plusieurs cordes à ton arc, puisque vous voyez, il y a un écran de cinéma derrière nous, puisque tu es aussi réalisatrice, scénariste. Voilà, j'ai évoqué là tes trois corps de métier. Oui, j'écris du théâtre aussi. Et dramaturge aussi, et metteur en scène pour le théâtre. Donc en fait, on s'est rencontrés. Alors c'est comme ça qu'on s'est rencontrés en fait. La première fois que j'ai rencontré Muriel Magellan, c'était en 2016. 2 jours avant la mort de David Bowie. Ah oui, non, parce que c'est un truc entre nous, ça. C'était janvier 2016, dans le cadre du festival Le Paris des femmes, organisé au Théâtre des Mathurins, à Paris. En fait, c'est un festival qui demande à des dramaturges femmes d'écrire des pièces, parce qu'on trouve que proportionnellement aux hommes, il y a très très peu de pièces de théâtre écrites par des femmes montées sur les scènes parisiennes. Donc voilà, en 2016, j'étais dans la tournée et Muriel a mis en espace. Mis en espace, ce sont des lectures en fait. Donc j'ai mis en espace le texte de Cécile et d'autres textes. Et donc on s'est rencontrés et très vite on a parlé d'autre chose que de théâtre. On a parlé de littérature, on a aussi parlé de nos cultures différentes. Et peut-être je peux commencer par ça. Vas-y. Dans une chose qui est le rapprochement entre les communautés. Donc j'en ai parlé à Cécile et j'avais à ce moment-là envie qu'on aille, peut-être toutes les deux, qui sommes de cultures très différentes, puisque Cécile a des origines iraniennes et mélangées avec option, quoi. Et moi, je suis juive d'Algérie. Je trouvais bien que la rencontre entre l'Iran et les Juifs, qui est si improbable, on aille la montrer, je dirais, d'une certaine façon, l'incarner dans les lycées. Et on l'a fait d'abord toutes les deux. Puis peu à peu, on a embarqué avec nous des auteurs de cultures différentes. Et l'idée étant de dialoguer, donc d'y aller à deux cultures différentes dans les lycées, pour parler à la fois, pour incarner les rapprochements entre des communautés pas rapprochées théoriquement, et parler au passage bien sûr de littérature et de l'écriture comme un terrain de communion entre nos cultures. Donc voilà ce dont j'ai parlé très vite à Cécile, et comme elle est enthousiaste et qu'elle a une faculté à rendre concrètes les choses, et on l'a fait. Et on continue de le faire. Voilà, ça c'est pour la partie citoyenne en fait. Voilà. Et la partie citoyenne, la partie politique, humaniste, tu l'as également illustrée quand, de façon très mystérieuse, un jour, on était dans un jardin après une conférence dans une médiathèque Marguerite Yourcenar, en plein 11e arrondissement. Muriel venait de lire un roman que j'avais publié en 2016 chez Actes Sud, un roman qui s'appelle Illettré et qui raconte l'histoire d'un jeune homme, Léo, 20 ans, qui ne sait pas lire, et sa vie est un véritable chemin de croix en raison de cet illettrisme, mais c'est une tragédie, ça se termine très mal. Et Muriel, de me dire, sur la pelouse, on était au début du printemps, en plein soleil, on prenait le soleil comme ça. Il est bien ton roman, mais il y a des passages qui auraient, très visuels, mais qui auraient pu être poussés plus avant encore du côté de l'image.
Je lui dis, quoi est-ce qu'elle me parle et qu'est-ce qu'elle m'emmerde à me parler d'images? Et tu fomentais un coup. Voilà, je fomentais un coup. Le livre Illettré, je vous conseille vivement de le lire si vous ne l'avez pas lu. Il est très beau, très puissant, poétique, littéraire. Mais d'un point de vue scénaristique, et comme l'a dit Cécile, je suis scénariste aussi, il y a des perles dedans à monter en fait. Et c'est ça que j'essayais de lui dire, parce que par ailleurs, mon compagnon qui est Jean-Pierre Améris, qui est réalisateur, je savais qu'il avait envie de faire un film sur l'illettrisme. Donc je me disais, ça peut matcher en fait. Et j'ai senti Cécile pas trop fermée à l'idée d'entendre ce que je lui disais. Et j'ai glissé à l'oreille de mon compagnon de lire Illettré. Et voilà comment ce projet qui nous a réunis a eu lieu. Donc j'ai adapté le livre, Jean-Pierre l'a tourné, c'est devenu un film de télévision avec Kevin Azaïs et Sabrina Ouazani, que je crois être un très beau film. Donc différent du roman, comme toujours on l'a un peu trahi sans la trahir, mais je crois que ça va. Oui, c'est très bien. Là, c'est que ça va. Je ne t'en veux pas. Et on va parler justement de cette problématique de la translation, comment on passe d'un texte littéraire à un scénario pour le cinéma. On a là deux langages, le langage du roman et le langage de l'écran. C'est pas du tout la même chose. Et à un moment donné, on va en parler. Tout ça, c'était une longue introduction pour vous dire à quel point on s'est à un moment donné trouvé pour travailler artistiquement et politiquement ensemble. Parce que l'illettrisme, dont on parlait il y a un instant, c'est un sujet qui est éminemment politique et douloureux. Et que, on a essayé de traiter à notre manière toutes les deux. Alors, le but quand même de cette soirée, c'est de parler essentiellement de ce dernier roman de Muriel Magellan. Alors, changer le sens des rivières. Il va être question donc de flux et de direction que prennent certains êtres. Moi, pour te prendre un petit peu à rebrousse-poil, Muriel, et puis pour faire entendre à nos amis lecteurs un texte fabuleux, juste 3 lignes, je vais te lire un extrait des toutes premières pages du roman très autobiographique de Roger Caillois, un auteur du XXe siècle, très cher à mon cœur, roman qui s'appelle Le fleuve Alphée. Et le fleuve Alphée, c'est un drôle de fleuve, parce que c'est un fleuve qui ne va pas de la terre vers la mer, mais qui part de la mer pour retourner à sa source. C'est un fleuve qui coule à l'envers. Donc, voici ce qu'écrit Caillois. Fleuve issu de la mer, le fleuve Alphée ne saurait être un fleuve comme les autres, mais un fleuve inverse, et pour ainsi dire symétrique. Je l'imagine à bout d'élan et de force, remontant les pentes, coulant à rebours, comme un film qu'on déroule à l'envers. Son débit s'amenuise à mesure. En revanche, il gagne en limpidité. Il se trouve heureux de s'approcher de la fissure où il disparaît et qu'il devine déjà semblable à celle qui lui a donné naissance. Donc ce fleuve retourne à la fissure de l'origine, quelque chose de très matriciel ici. Et la comparaison avec le film à l'envers. Alors, moi je voulais te demander, Muriel, au sujet de ces rivières dont il faut changer le sens, parce qu'il va s'agir de 2 personnages qui vont être littéralement modifiés dans leur vie en raison de leur choix. Je voulais, en écho à Roger Caillois, te demander si l'idée de ce roman t'est venue en raison de tes origines, de raisons très 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 personnelles. On va raconter l'histoire dans un instant, mais est-ce que tu es partie de quelque chose de toi au départ? Alors,
pour écrire oui, ce livre. bien sûr. Alors, je donne peut-être le point de départ du roman, qui est une jeune femme qui est issue d'un milieu très populaire du Havre, qui a un bac pro en chaudronnerie, qui a choisi de ne pas être chaudronnière, mais de travailler comme serveuse dans un bar, qui s'éprend d'un jeune homme qui, lui, est passionné de cinéma, qui est un client du bar, hein, donc elle s'éprend avec des regards, comme on s'éprend à 20 ans, hein, avec très, très peu de choses. Lui, il est passionné de cinéma, il est fils d'instituteur, donc comment dire, financièrement, c'est pas tellement mieux qu'elle, mais par contre, il a baigné dans une certaine culture, et ils cèdent à leur élan, ils font l'amour. Et après cette étreinte, lui, il a envie de parler, c'est un grand bavard, passionné, il parle de cinéma, il parle de littérature, il parle de poésie, et elle ne tilte à aucune des références qu'il donne, et elle sent que ça le déçoit, et elle voit dans ses yeux sa propre ignorance. Et donc c'est ce choc-là qui va réveiller une violence en elle, qui fait le point de départ du roman. Donc, pourquoi c'est personnel ? Parce que moi j'ai vécu, mon papa et ma maman, mon papa est médecin, ma maman était prof de français, donc vous allez dire, il n'y a pas d'équivalence, et même moi je me suis dit ça, je me suis dit pourquoi ? Et puis bien sûr, en fait, en creusant, il y a la première chose qui est très personnelle, c'est le début du roman. C'est-à-dire, elle commence à faire en faisant ses contes. Et ça, c'est ce qui m'est arrivé quand je suis venue à Paris, et que je faisais des petits boulots, et que je voulais faire de la chanson, je voulais faire du théâtre. Je travaillais en dehors comme une malade, à être vendeuse, faire de la saisie informatique. Enfin, je faisais tout ce qui pouvait. Et donc, à la fin du mois, même pas au début du mois, je faisais mes comptes pour voir qu'est-ce qui me reste. J'écrivais « reste pour vivre » et je voyais combien il me restait pour vivre. Et des fois, c'était 10 francs par jour. Enfin, c'était quand même très peu. Et donc, j'ai eu envie de commencer un roman comme ça, parce qu'il me semblait... C'est presque ça qui s'est fixé en moi comme désir. C'est de commencer un livre par des contes. Et je n'avais pas encore du tout à l'époque connaissance du mouvement qui allait arriver, qui est arrivé en même temps que la sortie du roman, qui était le mouvement des Gilets jaunes, où cette question s'est posée dans l'actualité. Moi, j'entendais, je sentais que quelque chose devait se raconter autour d'un personnage qui est dans cette économie-là. Donc je suis partie de là. Dans la même période, j'adaptais Illettré, donc la question du langage comme limitation m'intéressait, enfin me traversait, et je ne me rendais pas compte qu'en fait je racontais l'histoire de mes parents, c'est-à-dire qu'eux-mêmes sont issus d'un milieu extrêmement populaire. Mes grands-mères et mes grands-parents avaient à peine le certificat d'études, et que le miracle qui s'est produit pour eux, c'est-à-dire ce désir d'apprendre, c'était ça que j'étais en train de regarder, sans m'en rendre compte, que c'était ça que j'étais en train d'admirer, sans m'en rendre compte, c'est-à-dire de ce miracle qui a consisté pour eux de s'extraire d'un contexte où on ne lisait pas, où on n'allait jamais au musée, où éventuellement au cinéma, ils étaient à Alger, ça pouvait arriver. Ma grand-mère a été ouvreuse de cinéma à un moment donné, donc j'ai entendu raconter que quand elle était ouvreuse, le patron disait allez rentre aux petits, aux enfants qui allaient donc voir les films, mais donc ils ont vu quelques films, mais c'est tout, sinon c'était la culture de la rue, c'était Bab el-Oued. Donc comment ça a pu avoir lieu d'étudier, de tout d'un coup avoir envie d'étudier, que ça dure en eux, ça je crois que c'est un petit miracle qui m'intéressait d'observer, en écho avec ce que je remarquais de mon propre fils, qui est dans un contexte avec moi où je pouvais penser que l'éveil à la culture ou à la littérature allait se faire, et c'est compliqué.
Donc, même s'il a fait des études, etc., mais cet éveil-là n'a pas lieu. Et je voyais ses copains, on habite à Rosny-sous-Bois, donc il avait des copains aussi issus de milieux très populaires, que j'amenais en vacances. Et je me disais, mais si déjà, pour mon fils, c'est compliqué, cet éveil, comment ça peut avoir lieu pour eux? Et pourtant, je voyais leur potentiel. C'est-à-dire, je me disais, il y a des bombes là-dedans, hein, d'intérêt, de curiosité, etc. Alors ça a donné Marie, voilà, ça a donné mon héroïne, ce petit mixte-là, ça a donné cette jeune femme avec un énorme moteur qui ne sait pas qu'elle peut, mais qui va peut-être découvrir qu'elle peut, mais comment cet impact va pouvoir se faire, et alors que rien ne l'y encourage. Voilà. Alors justement, Marie, est-ce que tu veux bien, Muriel, nous lire son portrait pour nous faire entendre la musique de ton roman, tout au début du livre, entre les crochets, peut-être pas trop long, ça va? Tu veux bien? Oui, je crois. Voilà. Si tu veux un autre passage, tu peux. Non, je trouvais très bien. Celui-là, il est au début, il est bien. Voilà. Oui, alors ça arrive... J'ai mal coupé. Non, c'est très bien, mais je veux juste dire... Donc Alexandre, c'est le jeune homme en question, et qu'elle a repéré dans le bar. Avec Alexandre, Marie a l'impression que des mondes inexplorés se cachent derrière les virages, des super galaxies au-dessus des nuages. Alexandre, c'est la perspective d'un ailleurs. Cette vibration sensuelle et romantique est inédite dans sa courte vie, mais elle la reconnaît malgré tout. Elle naît d'une mémoire enfouie, collective, saturée de romances ou d'images de contes de fées injectées par intraveineuse. La jeune femme n'est pourtant pas de ces filles à jupes courtes et t-shirts déchirés qu'on trouve à l'arrière des théâtres les jours de concert. Elle ne s'est jamais rêvée en robe de mariée avec une vedette à son bras. Elle a trop à faire pour sauver sa peau, avoir un toit, de quoi manger, organiser son quotidien. C'est peut-être par la télévision qu'est arrivée l'hypothèse d'être bouleversée dès le premier regard par un homme. La télévision sans cesse allumée durant son enfance sur des fictions ou les téléréalités. Ce n'est pas par les livres, en tout cas, car elle ne lit plus depuis que sa mère est morte. Et que 8 mois plus tard, sa sœur aînée, Victoria, a prétexté l'amour fou pour les abandonner et disparaître dans la nature avec un trentenaire tatoué. L'hypocondrie psychotique de leur père a fini de se déclarer, la brume est entrée dans la maison. Marie avait 12 ans. C'est assez pour garder de bons réflexes en orthographe, mais rien depuis ne se fixe en elle. Malgré tout, à la grande fierté de son père, ancien chaudronnier, et de Mado, l'aide à domicile qui l'accompagne depuis des années, la cadette de la famille a obtenu son bac pro option chaudronnerie industrielle. Ainsi diplômée, elle aurait pu être technicienne d'atelier ou de chantier. Elle aurait pu participer à la réalisation de presque n'importe quel ouvrage métallique, pièces de bateau, d'avion, de train, de mobilier même. Elle aurait pu travailler la tôle et les profilés, les tubes ou les poutrelles, contrôler la conformité ou définir des outillages, mais Marie a préféré l'activité de serveuse, plus ludique à ses yeux juvéniles et aux horaires plus souples, qui lui laissent du temps pour marcher sur les docks avec Alexandre, se jeter sur lui entre deux cheminées et se voir vieillir dans les reflets des vitres teintées Garella. Merci Muriel. Alors pourquoi cette thématique de l'illettrisme te tient à ce point à cœur pour que tu la traites à travers la fiction ici? Alors, c'est vrai que moi je l'identifiais pas comme la problématique de l'illettrisme, étrangement. C'est ce que tu m'as dit tout à l'heure. C'est ce que je t'ai dit tout à l'heure. On allait rectifier. Donc je rectifie. Dis-nous pourquoi c'est pas. On m'a répété que j'allais rectifier, donc je rectifie. Moi, je suis rarement en fait attachée finalement à des sujets. C'est souvent les personnages qui m'animent. Et j'étais plutôt attachée à ce personnage qui donc, pour les raisons que je vous ai expliquées tout à l'heure, lutte contre elle-même en fait, et qui va se heurter aussi à une sorte de mépris culturel
j'avais aussi envie de regarder en face que la discrimination n'est pas qu'une question. Souvent, on traite la discrimination entre les riches et les pauvres, mais il m'a semblé qu'on ne regardait pas assez en face parce qu'on est nous-mêmes, on n'a pas très envie, parce qu'on est concerné par ça. La discrimination, elle va aussi vers celui qui sait et celui qui ne sait pas. Même s'il est riche, vous voyez ce que je veux dire, et qu'on est pauvre. C'est pas... économique comme misère. C'est une misère linguistique. Voilà, c'est le mépris qu'on peut avoir pour le commerçant, le mépris qu'on peut avoir pour donc des métiers ou même le trader, hein, dans mon milieu, les traders, on a l'impression qu'ils n'ont rien dans la tête en fait. Enfin, il y a des a priori très forts culturels dans les milieux littéraires, cinématographiques, artistiques. On a des fortes projections sur l'ignorance comme étant, ou en tout cas l'absence de culture, comme étant un signe d'amoindrissement. Donc j'avais envie de regarder ça en face, entre deux jeunes gens, c'est-à-dire au moment où il est encore temps, et pour lui et pour elle, peut-être de bouger les lignes. Quelquefois c'est un peu tard, enfin, peut-être jamais trop tard, mais quand on est jeune, c'est encore un moment où les lignes peuvent bouger, on peut apprendre et changer son point de vue. Donc c'est ça que j'avais envie de regarder. Ça m'arrive d'écouter comme le personnage du juge dont on parlera plus tard dans ma voiture France Culture, et la petite Muriel de Montauban qui écoute ça par mon oreille interposée ne comprend rien. Je ne comprends rien. Alors la grande Muriel comprend parce qu'elle traduit, mais l'adolescente que j'étais ne comprend rien à ce qui se dit. Parce que malgré papa médecin et maman prof, c'était Babel Oued, moi, mon éducation. On ne parlait pas comme ça chez moi. On parlait comme chez mes grands-parents. Donc, je me dis, mais c'est pas possible, il faut des ponts. D'ailleurs, j'ai écrit une page sur les ponts dans le livre, le pont de Normandie, hein, qui rejoint le Havre à Honfleur. Je l'ai décrit longuement parce qu'il faut des ponts, il faut des traducteurs. Et ce hiatus dont tu parles, là, juridique, le jargon juridique, oui. Moi je l'ai bien senti, connu. J'ai enseigné 15 ans en Seine-Saint-Denis, j'avais des élèves qui faisaient des bêtises, qui comparaissaient en flag, là, en comparution immédiate devant le juge, et qui étaient assommés par un jargon administratif et juridique, et évidemment, face à ça, ils n'avaient pas les mots. Et évidemment, face à ces gens-là, ils étaient coupables et c'était la tôle. Même notre propre jargon. Alors là-dessus, depuis que je parle avec Cécile, j'ai changé mon point de vue là-dessus parce que moi j'étais plutôt à me dire, mais descendons notre langage pour accéder à eux. Mais Cécile dit non, c'est à eux de monter jusqu'à nous. C'est à eux de monter. Un élève, c'est celui qu'on élève. Et ça me paraît très juste. Mais ma petite Marie, personne ne l'élève. Donc comment c'est possible? Et c'est possible. Et c'est pour ça que je ne sais pas une critique de France Culture quand je dis ça. C'est juste un constat. Ils ont raison, je pense, de continuer. Mais il faut trouver le moyen que tout à coup ce brouillard dans la tête de mon héroïne se lève pour qu'elle se dise, mais en fait je comprends. Et ça, je l'ai écrit dans le roman, ce moment, c'était un de mes objectifs, c'est de raconter ce moment magnifique, je pense, où tout à coup elle s'aperçoit, je ne sais pas si le moment est magnifique dans le livre, mais ce moment magnifique à vivre, où on s'aperçoit qu'on a compris. Je peux faire une anecdote, ça m'est arrivé, je suis passée à la réalisation l'année dernière pour la première fois. Je suis passée derrière la caméra, j'ai réalisé un film qui s'appelle Moi Grosse. Et il y avait plein de choses que je savais. Je savais diriger des acteurs, je savais parler à des techniciens, je savais je m'apercevais, parce que j'avais dans ma vie déjà fait ça. Mais il y avait une chose que j'ignorais, c'était le découpage. Donc le découpage, enfin bref,
c'est le langage cinématographique qui fait que on va choisir ce plan plutôt que celui-là, etc. Tout ça me tombait dessus. Et donc j'ai travaillé beaucoup scolairement en me disant je vais avoir à le faire, donc je le fais. Mais quand j'arrivais sur le plateau, je ne savais pas ce que je faisais. J'appliquais, je parle que du découpage, hein, pas du reste, hein, je vous rassure. Mais de cet aspect-là, j'appliquais ce que j'avais travaillé sur le papier. Et un jour, à peu près au 10e jour de tournage, le brouillard s'est levé. J'ai vécu ça, c'est-à-dire je me coup, mais je comprends ce que je suis en train de faire. Je sais pourquoi je le fais, je sais pourquoi je l'ai travaillé comme ça, c'est très abstrait. Une des grandes difficultés de la réalisation, c'est que tout se passe dans la tête, puisqu'on ne peut pas répéter comme au théâtre. Hein, donc tout se passe, tout est préconçu. Et on arrive, on le fait. Donc, donc je le faisais. Voilà, j'avais travaillé, je le faisais. Mais je ne savais pas, pour cet aspect-là des choses, ce que je faisais. Et tout à coup, le brouillard se lève. Et ça, c'est vraiment quelque chose, je crois, par rapport aux mots, par rapport au langage, par rapport au concept, à l'appropriation des concepts de pensée que nos jeunes, mais aussi peut-être moins jeunes, parfois ne savent pas qu'ils peuvent faire. Et ça m'intéresse. Que tout d'un coup, je vais se dire, mais je comprends et je peux m'en servir. Voilà. Alors, puisque le brouillard s'est levé, je propose qu'on voit le premier extrait de ton travail, un extrait d'Illettrés, qui est un film de Jean-Pierre Améris, réalisé donc par Jean-Pierre, et le scénario est de toi, voilà, Muriel. Le roman est de toi. Et voilà, c'est la chaîne. Hein, et tu vas nous expliquer la spécificité ensuite du langage cinématographique versus le langage romanesque. Voilà, parce que je pense que ça intéresse. Il y a des élèves ici, des acteurs, des comédiens qui se posent la question du cinéma et de la littérature en même temps. Et on a affaire à deux langages qui ne sont pas les mêmes. Et ce serait bien, ça pourrait être intéressant de parler de cela. Et puis de continuer la discussion à ces politiques que tu mènes et qui nous intéressent beaucoup, beaucoup, évidemment. Voilà. Premier extrait. J'espère que ça va marcher. Ça m'angoisse. Inédit. C'est la bande-annonce. France 3, au cœur de tous les grands sujets de notre société. On t'a tout bien compris? De toute façon, tout est écrit là. Son illettrisme, il l'a caché depuis tant d'années. Pourquoi j'ai jamais appris à lire? Pourquoi t'as pas insisté? Pourquoi tu l'as pas engueulé pour s'agir? On peut très bien vivre sans lire. Tant d'années à vivre avec la honte. Donc tu sais quand même lire ou pas du tout? J'arrive pas. Il n'est jamais trop tard pour rien. Renouer avec les mots pour renouer avec la vie. Illettré, inédit, mardi à 21h sur France 3. C'est la bande-annonce. Bon, on n'avait qu'un tout petit passage. Mais... Ça vous donne envie ou pas? Parce qu'on n'avait pas le DVD, je ne sais pas ce qu'on a fichu, c'était compliqué. Mais non, c'est dommage, on a des belles scènes. Raconte-nous l'histoire de ce film, parce que c'était un sacré en fait, travail. J'ai plutôt envie de répondre à la question que tu as posée avant, c'est-à-dire les différences entre je vois Marion qui est dedans, là, qui est dans Marion qui est scénariste et qui adapte Changer le sens des rivières. Donc ce que j'ai fait, elle le fait dans ce sens-là. Et Sandrine qui est là, on va en parler tout à l'heure, elle a aussi travaillé comme scénariste. Mais nous, on n'a pas adapté vraiment un roman. C'est différent dans le sens où tout ce qui est à l'intérieur dans un roman, tout ce qui est dans la tête des personnages, il faut le traduire. Il faut le traduire, et en général, on dit qu'il faut le traduire en scène. C'est-à-dire en... Moi, j'ai envie de... Il y a plein de façons d'approcher le scénario, mais j'ai envie de dire, pour résumer, il faut que ce soit chouette. Il faut que ce soit vivant. Il faut que ce soit... qu'on se dise, ah oui, j'ai du plaisir à écrire ça. Et tout ce qui est dans la
tête de ce personnage, qui est un conflit intérieur, comment je peux le rendre vivant, incarné. Oui, parce que nous, dans les romanciers, on a la technique du point de vue interne. Voilà. On est dans quelque chose d'extrêmement abstrait, on l'a vu avec les élèves, le flux de conscience. Hein. Et ça, le flux de conscience, à l'image, comment on fait? À l'image, tu peux pas le faire. Alors, ou alors, si tu es éventuellement un grand cinéaste qui a beaucoup de temps, tu traduis en images qui coûtent cher, quoi. C'est-à-dire des paysages, des visions. Tu fais du Terrence Malick. Tu fais du Terrence Malick, voilà. Mais budget. Ouais, mais budget. Ce qui est une autre réalité du scénariste, c'est qu'on doit prendre en compte, c'est une écriture qui prend en compte l'argent. Hein, est-ce que je peux le faire, est-ce que je peux pas le faire? Et la plupart du temps, c'est je peux pas le faire. Ça coûte cher. Alors il y a quelques idées qui coûtent pas cher et qu'on peut faire, on peut être créatif, etc. Mais le plus souvent, ça va être incarné par les acteurs. C'est mon goût du sport qui veut dire les joueurs. Je sais pas. Qu'est-ce qui t'arrive? Les acteurs jouent. Ah oui. C'est eux qui vont porter l'espace dans le regard qui se capte, parce que par contre l'image va très près, on va très près des yeux. Donc si l'acteur est bien avec le personnage, s'il est bien avec ce que le réalisateur veut, il nous raconte ce que le roman peut parfois expliquer en mots, mais ça peut ne pas suffire et va falloir traduire en scène, en conflit, parfois en dialogue ou en situation. Les deux me vont. Moi, j'aime autant les dialogues que les situations qui illustrent ce par quoi passe le personnage. Dialogue. Je sais pas si ça dialogue et situation. Le dialogue, ouais. Oui, le dialogue. Le dialogue cinématographique, il n'est pas le même que le dialogue romanesque. Ah non. Pourquoi? Le dialogue cinématographique, il faut vraiment que les personnages qui se parlent, on puisse croire qu'ils se parlent comme ça. Dans le roman aussi. Dans le roman, tu peux, comme au théâtre d'ailleurs, tu as le droit d'être dans un dialogue. Mais dans le roman, ouais, mais dans le roman, même si ça fait vrai, en fait, on parle pas comme ça dans la vie non plus, c'est truqué. Oui, mais dans le roman, je trouve qu'on a encore de la marge dans le roman. Ça dépend des romans, mais pour que ce soit, en fait, dans le roman, tu peux faire dire une phrase à ton personnage que tu vas chercher réaliste, on va dire, puis passer en style indirect pour la réponse du personnage qui lui répond, puis revenir au dialogue direct, puis revenir en narration. Oui. Et ils se sont dit qu'ils se sont dit parce que là, tu es dans le récit. Oui. Voilà. C'est une autre technique. Voilà. Et heureusement, parce que tu peux du coup passer, c'est ça qui est bien, au scénario, non, on se parle. Que du discours direct. Voilà. Mais c'est quand même hyper travaillé. C'est hyper travaillé pour avoir l'air. Parce que toi, tu es une artiste, parce que tu sais écrire en tout cas, j'ai mis un du scénario. Et si tu faisais du micro-trottoir avec un micro et que tu allais enregistrer les gens dans la rue et que tu sténographiais, moi, je suis pas ce ne serait pas un film, ce serait pourri. C'est pas que ce serait pourri parce que par exemple. Qu'est-ce que tu ajoutes en plus qui fait que c'est pas du micro-trottoir? Il fait ça, Non, Keshish, il écrit tout. Je suis pas d'accord. Non, il écrit pas tout. Il écrit pas tout. Il fait improviser, il garde le meilleur, mais il fait improviser. Moi non, je fais pas. La plupart du temps, quand on fait improviser les acteurs, souvent ils disent, je vais te le dire à ma façon. Moi, je trouve que c'est moins bon que ce qu'on m'a écrit. Je leur dis, tu vas le redire à la mienne parce que c'est quand même, c'est quand même mieux. Mais merci d'avoir essayé. Cela dit, là, je viens de faire un casting pour le film que je suis en train de préparer. Et je suis tombée sur un acteur, mais j'aimerais écrire comme il écrit. Alors il a redialogué complètement ma scène, il l'a écrite complètement, non j'exagère pas complètement, il a suivi l'axe de la scène, mais avec une créativité. Je lui dis mais je vais garder tes répliques, c'est pas possible. Mais après il m'en propose d'autres. Bon.
C'est très rare. La plupart du temps, le dialogue proposé par les acteurs ne marche pas parce qu'effectivement, un dialogue, c'est écrit. Voilà. Alors justement, l'écriture, la poésie et le cinéma, tu en parles, c'est un tout petit passage, ça vient de la bouche d'Alexandre, ton amoureux du cinéma, dans ton dernier roman, Changer le sang de tes rivières, c'est page 19. Est-ce que tu peux nous lire ce tout petit passage ici ? Oui. En parler un peu, puis ensuite on parlera de ton film culte, donc nous verrons un passage. Donc là, ils viennent de faire l'amour et... Bon, on n'a pas lu ce passage-là, on parle de littérature. Bon, parce qu'il faut que vous ayez envie d'acheter le livre. Après, il y a les libraires de l'autre côté, c'est une mécanique en chair et en texte. Vous savez. Aussi, hein. Alexandre prend au sérieux la grâce de la jeune femme. Il ne lui échappe pas qu'elle n'a saisi aucune des perches tendues jusque-là. Son milieu, le cinéma, sa famille, la poésie. La poésie et le cinéma sont des jumeaux qui s'ignorent. Tu connais cette phrase ? Une image vaut 1000 mots. Le philosophe, l'intellectuel sont jaloux de la poésie et du cinéma, parce qu'ils n'ont pas l'image, le raccourci magique. Ils se demandent comment ils en sont arrivés à ce désir partagé, au moins pour ce soir. Ils versent du vin dans les verres sans chercher plus loin. Pas question de rater l'occasion de serrer cette têtue-là contre lui. Donc, cinéma et poésie, il y a une forme d'équivalence. Oui. Parce qu'il y a l'image. Oui, exactement, parce qu'il y a l'image. Le flash, la fulgurance. Oui, ça n'a pas besoin forcément de mots pour lui, en fait, à ce moment-là. Même s'il est un grand bavard, j'avais envie d'un personnage qui aime parler et qu'elle aime l'écouter parler, qu'elle aime les mots d'un point de vue presque sensuel. Son bavardage, elle ne comprend rien, mais elle s'en fout en fait, de rien comprendre. Elle s'enivre de... Oui, c'est parce qu'elle va voir que lui, ça lui plaît pas, que ça va devenir un incident, mais pour elle, ça n'est pas un problème de ne pas le comprendre. Il lui plaît. Hein. C'est vas-y, parle, quoi. Et je pense que les mots aussi ont aussi cette fonction-là. Mais lui, non, lui, il a besoin justement, parce qu'il est bavard, il a besoin d'une vraie interlocutrice. Oui, d'une vraie interlocutrice, mais aussi de l'image, de la poésie, de tout ce qui est, ce qui le détache, ce qui transforme en fait, voilà, ce qui transforme. Ce sont des arts qui transforment. Alors, est-ce que, Muriel, tu peux nous parler de tes passions en matière de 7e art ? Est-ce que tu as des maîtres ? Est-ce que tu as des modèles absolus ? Et est-ce que tu as un film préféré ? Alors, j'ai la réponse, on a un extrait, hein. Mais c'est pas tout de suite, Marco, il faut attendre un peu. Muriel répond et après voilà. Donc effectivement, le film préféré, il est dans le livre, mais il est préféré comme on préfère en littérature aussi, hein, c'est-à-dire ex aequo avec beaucoup d'autres. Mais non, donc il y a Truffaut, bien sûr, mais j'aime beaucoup Woody Allen aussi. J'aime beaucoup, justement, parce que la parole est presque poétique, je trouve, chez Woody Allen, et hypnotique en fait aussi. Et j'aime beaucoup. Là en ce moment, je suis plongée dans le Mike Leigh, le Be Happy de Mike Leigh, qui est vraiment un film que je vous recommande, qui est magnifique. J'ai beaucoup, jeune femme, beaucoup vu les Claude Sautet. Là aussi, c'est très écrit en fait. Donc, et le dialogue a l'air de, je sais pas. Audiard, on sent que c'est dialogué. Claude Sautet, on sent pas que c'est dialogué. Et pourtant, c'est magnifique. C'est écrit là pour le. Alors Piala, voilà, il fonctionnait par impro, beaucoup Piala. Ah ouais. Oui. Et Piala, c'est. Mais c'est très puissant, Piala. Mais c'est pas mon premier choix. Ton premier choix, c'est Truffaut. Mon premier choix, c'est Truffaut. Et donc, on va voir un extrait de la femme... Ouais. Non, pas la femme d'à côté. Ça, c'est mon préféré. Ouais, moi, je comprends. C'est pas mal aussi. Mais du dernier... ex aequo aussi. Ah ouais, du dernier métro. Ouais.
Enfin, c'est plein de petits extraits, là, c'est plus long. Tu vas nous dire là des choses. C'est elle? Ouais, c'est elle. Elle est belle. C'est vrai qu'elle est belle. Il m'a fait l'effet d'un croissant chaud. C'était surtout jouer les couches avec elle. Je n'ai pas le droit d'aimer quand je vous cela. Je n'ai pas le droit d'aimer ni d'être aimé. Tu as fait de moi ta prisonnière. Mais regarde-moi, regarde la tête que j'ai. Tu es belle. Si belle que te regarder est une souffrance. La carte d'identité que je vous ai montrée a été trouvée sur un passeur. En fait, il y a des passeurs, des soi-disant passeurs, qui prennent l'argent et puis qui arrêtent le camion juste devant la commande de la tour. C'est de qui vous les connaissez? Des gens de la défense passive. Non, non, ce sont des gens de la Gestapo. J'en connais l'un d'eux. La Gestapo. Oui, oui. Vous êtes sûr? Absolument. Je vous dis, j'en connais l'un d'eux. Je vous dis à chaque fois que j'ai hésité à venir, parce qu'avec un homme comme vous, on ne sait jamais s'il s'agit d'un rendez-vous ou d'une convocation. Non. Les gens ne me battent pas ici. Alors nous nous battons dehors. J'ai peur. J'entends des bruits. Et quelqu'un? Hey, quelqu'un? Depuis le moment où je suis entré dans cette maison, je n'ai entendu que des mensonges. Qu'est-ce que vous voyez? Je vois qu'il y a deux femmes en vous. Vous ne dites pas qu'il y a deux femmes en moi? Si, justement, il y a deux femmes en vous. Oui, mais malheureusement, aucune des deux n'a envie de coucher avec vous. J'avais l'impression que vous entrepreniez quelque chose avec toutes les femmes sauf moi. Non, pas toutes les femmes. Puis vous m'intimidiez. Écoutez-moi bien, on est embarqués sur le même bateau. On continue sous cette pièce ensemble, mais en dehors de ça, je vous demande de plus jamais m'adresser la parole. Voilà. Muriel, Ouais. dis-nous pourquoi tu aimes tant ce J'aime tout ce film. film. J'aime tout de ce film. Il y a le trio amoureux, ça c'était quand j'étais jeune. Ah oui, Bah, j'adorais cette histoire. Ah oui. D'amour, tu d'accord. vois, oui. J'avais compris autre chose. Ah bon? Pourquoi? Non mais, Je sais pas ce que tu as compris, je veux pas le savoir. non. C'était ta formulation, c'est tout. D'accord. Je trouvais ça super romantique, romanesque. Il y a le théâtre, ce théâtre qui est le lieu de... Tout est dedans en fait. Il y a la guerre, il y a l'intime, il y a le politique, il y a l'héroïsme. Tout est dans ce théâtre. Et c'est très écrit, encore une fois. Et vous voyez, c'est une voix et une souffrance. Enfin, il l'a mis partout, Truffaut, hein, mais je sais pas, ça passe. On ne pourrait plus dialoguer comme ça aujourd'hui. Non. On ne dirait plus. Tu crois qu'on ferait plus des... On Si, écrirait plus Emmanuel Mouret le fait un peu. Il y a quelques-uns qui... Christophe Honoré le fait un Et peu. le public, il supporterait ça? Il y aurait du monde dans les salles Oui, obscures. ça va. À part nous, hein, évidemment, parce que nous, on est bizarres, mais... par nous. Christophe Honoré et Emmanuel Mouret, ils ont du public, hein, c'est bien. Oui. Enfin, moi j'aime bien, c'est écrit. Bah oui. Il y a des gens qui les suivent. Et moi j'aime vraiment, par exemple Mouret, j'aime quasiment systématiquement aller voir ses films, alors que tous ne sont pas à la même hauteur, mais justement parce qu'il y a un ton que j'adore, et parce que c'est écrit, parce que... donc oui, il y a encore quand même une petite place pour... j'exagère quand je dis... mais voilà, et puis il y a la tolérance, il y a l'héroïsme. L'héroïsme, vraiment l'héroïsme. Cet homme qui est caché dans la cave. cave. Ils sont tous enfermés un peu quelque part, elle peut sortir, mais ils sont dans le théâtre, lui il est dans la cave.
Depardieu est l'électron libre en fait du film, c'est lui qui sort, c'est lui qui va résister, mais même les scènes de résistance, elles sont dans une église, vous voyez, tout est contenu en fait. C'est un monde dans un cadre, comme dit Alexandre qui aime beaucoup les cadres, le personnage, on dit si on me demandait de choisir entre la toile et le cadre, je choisirais le cadre. Et en quoi c'est une force le cadre en matière de création? Alors c'est pas forcément une force, hein, c'est pas forcément une force, mais c'est ce que je trouve très réussi dans ce film-là. C'est ce qui fait son unité. Il a une unité qui ne vieillit pas, qui ne prend pas une ride, justement parce qu'il est contenu. Et ça, Truffaut le faisait quand même beaucoup, hein, même dans La femme d'à côté. C'est contenu, hein, c'est ce petit théâtre des deux maisons, le parking, le club de tennis, voilà, ce sont des lieux... C'est ce que faisait déjà Racine avec la tragédie, hein, voilà, avec ses règles extrêmement contraignantes. Il déposait tout l'humain et toute la violence de l'humain là-dedans. Voilà. Et c'est justement parce qu'il y avait un cadre que c'était... explosif. Voilà, et on ne se posait pas la question de la vraisemblance, même si c'est une des règles de sa dramaturgie, parce que tout ne peut pas avoir lieu en un jour, en un lieu, mais néanmoins, c'est tellement puissant qu'on y croit, en fait. C'est ça qu'il faut arriver à... La fiction, c'est ça. Hein. Ouais. La fiction, c'est... Si tu as une vraie puissance qui émerge... De ce monde que tu crées, puisqu'on crée des mondes en fait, hein. On crée des mondes et il faut que vous y croyiez. Et il y a des petites choses, c'est étrange, auxquelles vous ne croyez pas. Et c'est parfois étonnant parce que là sur le film donc, que je suis en train de travailler, s'appelle La Page Blanche et c'est inspiré d'une bande dessinée de Pénélope Bagieux et Boulet. Et leur principe, c'est une jeune femme, c'est Boulet qui a écrit le scénario de la bande dessinée, se retrouve sur un banc et se dit, mais sur une petite place, et elle se dit, mais qu'est-ce que je fais là? Puis je suis qui, moi? Puis elle cherche dans son sac, puis elle voit un nom, puis amnésie d'identité. Et donc tout le pitch du film, c'est comment elle va découvrir qui elle était, comment ça va pas du tout lui plaire, et comment elle va essayer de construire sa nouvelle identité. Donc, c'est presque poétique. Et dans la bande dessinée, on se pose très peu de questions. Au scénario, c'est blindé de questions. Mais alors comment? Mais si elle a ça, alors son téléphone et son iPhone, mais si elle a mis... mais alors où sont les infos? Enfin, toutes les questions très très pratiques sont posées par les gens qui lisent un scénario. Parce qu'on va être dans un mode, dans un genre, qui est le cinéma, où on a besoin de croire. Alors il y a des ellipses sur lesquelles on ne me dit rien, on me dit ah, très bien, ça je le crois. Et d'autres, mais alors comment ça se fait que... Donc c'est vraiment toutes ces petites questions qu'il faut confronter régulièrement aux gens pour dire alors jusqu'où tu me donnes un chèque en blanc en fait. Tout ça est très délicat. Alors, Muriel, tu parles, là, il y a un instant, de la question de l'identité. Oui. Et ça m'arrange parce que j'en viens à l'autre grand personnage de ton roman, Changer le sens des rivières. Il s'agit de Charlie. Alors, tu vas nous dire qui elle est. Oui. Peut-être en commençant par lire un petit passage, là. Voilà. Alors, juste une petite rectification. L'autre grand personnage du roman, c'est pas Charlie. C'est le juge, dont on n'a pas parlé. Des bêtises, non, mais c'est un personnage important du roman Charlie, mais c'est un personnage secondaire, mais très important parce qu'il va me servir à définir le juge, qui est donc le juge qui quand Marie va être trop violente, puisque je vous ai dit qu'elle avait un accès de violence, va se retrouver devant un juge, et on est au Havre, c'est un juge qu'elle a l'habitude de voir aussi dans son café, là, le petit théâtre, hein, vous voyez que le Havre, moi aussi je me sers de petit théâtre. Mais et ce juge, elle va être amenée à le côtoyer,
Et avec tous les a priori qu'on a pu avoir sur elle, on peut les avoir sur lui, et on va découvrir qu'il a une liaison avec une femme, parce qu'elle le dépose en voiture régulièrement devant une maison, dans les hauteurs du Havre, et il y a une femme, une longue silhouette féminine qui l'attend, et elle se pose la question de qui elle est. Alors je ne sais pas quel est l'extrait qu'on va dire. Mais... Ça va ? Oui, donc finalement, cette femme, Charlie, à force de voir Marie déposer d'outre-monde devant chez elle, va lui faire signe de venir. Et elle se retrouve à l'intérieur de la maison. Charlie lui demande « Sais-tu que Gérard est issu d'un milieu de famille de surdoués ?» Marie acquiesce, figée. Elle scrute Charlie comme pour détecter sa substance véritable. Est-elle homme ou femme, finalement ? Ou bien faut-il, cette fois encore, renoncer à la clarté et laisser flotter les brouillards ? Charlie poursuit. Son phrasé est un peu nerveux, rapide, comme si elle craignait qu'une hypothétique hostilité de Marie surgisse dans les silences. Elle lui a dit, je suis obligée de vous le dire là, donc elle lui a dit avant qu'elle était en fait un homme devenu femme, un trans. Elle s'est jurée de dépister un jour le mystère de la fratrie d'Outremont, le gène magique qui les a tous fait franchir le plafond de verre sans même se poser la question. À Rennes, Gérard, donc là on parle de d'Outremont, était tout frais sorti de l'ENM, l'école de la magistrature qu'il avait faite sur le tard. Quand il a été nommé, tout le monde voulait passer dans son bureau. Les avocates inventaient des prétextes pour avoir des rendez-vous avec lui. Charlie était à l'époque un homme plutôt androgyne, fin. Le désir que lui inspirait Gérard la perturbait. Elle avait vécu jusque-là des amitiés amoureuses avec des femmes, mais issue d'un milieu catholique, elle s'interrogeait encore sur sa propre sexualité. Était-elle homosexuelle ? Il lui semblait que ce mot ne parvenait pas à la contenir, mais elle n'en trouvait pas d'autre. Alors ça m'intéresse beaucoup cette formule, un mot qui ne peut pas contenir tout un être. Oui. Pourquoi tu constates ainsi l'échec de la littérature et du langage, en fait, pour parler de l'ontologie, de ce qu'on est. Qu'est-ce que tu veux dire là ? Non, ce que je veux dire, c'est que à l'époque, Charlie est en train de... C'est vrai que la question de l'identité, elle va être encore présente dans le film, etc. Mais elle est en train de chercher son identité à l'époque. Et elle est un homme, elle éprouve du désir pour un homme, donc qui est Gérard Jeune, et elle se dit, est-ce que je suis homosexuelle ? Enfin, il se dit à l'époque, est-ce que je suis homosexuelle ? Mais le mot homosexuel, quand elle se le dit pour elle-même, quand il se le dit à l'époque pour lui-même, ne le contient pas. Il ne se reconnaît pas dans ce mot. Pourtant, c'est bien du désir pour un homme qu'il éprouve. Quelque chose est manquant, en fait, dans ce mot. Et il va falloir trouver le mot qui le contient. Et ce mot qui le contient, c'est transgenre. En réalité, c'est quand il va pouvoir se dire « je suis transgenre » qu'il va se poser. Le mot, c'est trouver le bon mot, en fait. C'est pas que le langage ne suffit pas. C'est qu'il faut trouver le bon terme. Cette quête du bon terme pour soi et pour soi dans le monde aussi. Cette question, je trouve qu'elle est tellement importante aujourd'hui. On n'arrive pas à se parler du monde de façon... commune, on ne trouve pas le langage commun. Donc, quel est le bon terme pour avoir accès à moi et après pour avoir accès à vous ? Alors, selon les cultures, les familles de pensée, la bande dans laquelle je me trouve, tout le langage que je me suis créé, qui t'exclut ou qui t'inclut, voilà.
Alors cette capacité à nommer le monde et à nommer son être pour justement que les choses soient claires et qu'on soit droit dans nos bottes par rapport à notre identité et par rapport à ce qu'on attend de l'autre, reconnaissant cette identité. Tout ça, c'est des choses qui sont cruciales et qui sont très bien définies dans ton roman. On va, toujours par rapport à ce thème de la différence, passer à une autre de tes œuvres, un film. On va en voir un extrait ici. Ça s'appelle Moi grosse. C'est donc un film très fort sur la différence. Et on va voir à quel point, justement, l'héroïne, qui souffre d'obésité morbide, se retrouve face à une femme qui est incapable d'avoir les mots pour pouvoir lui parler correctement, dignement, humainement. Et c'est assez sidérant et fort comme passage. Vous allez voir. Et puis tu nous parles de ce film ensuite. Et vous pesez approximativement? Vous voulez pas que je monte sur la balance? Non, pas pour le moment. Nous avons le temps de faire connaissance. Environ un quintal et demi. Vous savez que je suis pas vétérinaire? C'est juste que plusieurs médecins ont parlé de moi comme ça. Mais je ne suis pas plusieurs médecins. Excusez-moi. Certains de mes collègues devraient relire le serment d'Hippocrate. Si vous vous détendiez un peu. Je suis désolée. Ok, on arrête avec les excuses. Vous êtes obèse, mademoiselle. L'obésité est une maladie. Vous n'êtes pas responsable de votre état. D'accord, mais quand on voit les paquets de chips et les canettes de coca qui traînent dans ma chambre, je suis quand même un peu responsable. Ils sont une conséquence, pas une cause. Petit rappel essentiel, mademoiselle. La nourriture est un antidépresseur, une addiction, qui survient souvent quand on n'a pas réussi à soigner le mal initial. Un gros choc émotionnel, un mauvais diagnostic, un héritage génétique, un dysfonctionnement hormonal, il y a 1000 raisons qui peuvent conduire à l'obésité dont vous n'êtes pas responsable. Ensuite, c'est un engrenage. Vous mangez parce que vous avez déjà grossi et vous vous croyez coupable alors que vous êtes tout simplement, disons, malade. Alors justement, si vous me racontiez votre parcours depuis le début. J'ai toujours été corpulente quand j'étais enfant. Mais c'est plutôt vers l'âge de 12 ans que j'ai commencé à vraiment grossir. Je suis allée voir un endocrinologue pour qu'il m'aide à perdre 10 kilos, mais il m'a dit que j'avais une maladie des glandes surrénales et qu'il fallait que j'en perde 20. D'accord. Je lui fais confiance. J'ai ingurgité un cocktail de médoc, d'œstrogène, de trucs pour freiner l'action des hormones mâles, qui était lié à mon problème selon lui, quoi. Il m'a demandé de m'affamer. J'essayais. J'échouais. Je me cachais. J'ai pris 50 kilos en un an. À partir de là, j'ai pas arrêté de regrossir, de remaigrir, de regrossir tout le temps. J'avais honte. Et je continuais à prendre les médicaments. Jusqu'à ce que j'apprenne des années plus tard que c'était une erreur de diagnostic. Donc on est d'accord. Vous n'êtes responsable de rien. Comme la plupart des patients à qui j'ai affaire. Alors, le protocole demande minimum 6 mois. Non, mais 6 mois c'est trop. Il n'y a pas moyen d'aller plus vite parce que j'ai une opportunité de travail. Non, il n'y a pas moyen, c'est interdit. On va faire un bilan cardio, une échographie de l'utérus et des ovaires et un scanner de l'estomac, sans oublier bien sûr un bilan hormonal complet. Voilà. Et je vous donne également les adresses d'un dermatologue et d'un psychologue avec qui j'ai l'habitude de travailler. Avec tous ces examens, nous devrions comprendre pourquoi vous prenez du poids et nous pourrons peut-être soigner la cause de l'obésité. L'opération n'est pas toujours la solution. Je peux vous donner ça, c'est une pub pour ma chaîne YouTube. Ah, mais c'est bien. Alors, voilà. Parle-nous de en fait, cette séquence. là, au contraire, cette médecin parvient à parler d'un problème délicat à cette jeune femme qui habituellement
est confronté à une forme de discrimination, même du monde médical. C'est-à-dire que habituellement, quand elle va chez les médecins, elle est maltraitée du fait de son obésité. C'est la première endocrinologue qu'elle rencontre et qui trouve les mots pour lui parler et qui va du coup l'amener aux larmes finalement, c'est-à-dire l'amener à toucher l'endroit où ce dysfonctionnement a commencé en elle et pourquoi elle est devenue obèse. Tu trouves qu'elle lui parle bien, toi? Je crois qu'elle lui parle bien. Tu trouves? Bon, d'accord. Je crois qu'elle lui parle bien parce qu'elle lui dit exactement ce qui est. Oui, par contre, elle a un ton, c'est ce qu'on voulait, qu'elle soit. Sandrine est là, on a adapté, on a fait ce scénario ensemble, qui est pas une adaptation de roman, mais qui part d'un témoignage d'une femme obèse, qui s'appelle Gabrielle Dédier, dont on parle beaucoup dès qu'il s'agit d'obésité morbide, on l'interroge. Et c'est elle qui nous a alimenté de son expérience. Et c'est vrai que je voulais que cette médecin, qui est finalement la plus pertinente, ait l'air d'abord assez froid, et pas tout de suite, elle a une vraie douceur à l'arrivée, je crois, mais qu'elle ait pas cette douceur soit pas immédiate. Parce que ça me paraissait plus intéressant tout simplement que ce médecin qui voit tellement de douleur, soit dans comme médecin, soit dans soit carapassonné et retienne son empathie. Mais par contre, ce qu'elle lui dit est extrêmement juste et vrai. C'est-à-dire qu'elle n'est pas responsable de son obésité, c'est une maladie. Et que pour soigner une maladie, il faut savoir qu'est-ce qu'il a déclenché. Ça, c'est un film qui est arrivé dans ma vie presque par accident, je dirais, parce que je devais simplement l'écrire au départ. Alors c'est vrai que c'est jamais tout à fait des hasards. On m'appelle parce que j'ai écrit certains films, j'ai écrit Lettré, j'ai écrit L'héritière d'Alain Tasman. Là, tu l'as réalisé. Oui, voilà, c'est ça. Mais par contre, il n'était pas question que je le réalise au départ. C'est en l'écrivant que je me suis dit, ce personnage, encore une fois, je vous ai dit tout à l'heure qui veut pas, on ne le voit pas là, mais qui ne veut pas être victime, qui a une forme d'indocilité, qui est un des thèmes qui traverse mes textes, en nous renvoyant à la figure la façon dont on la regarde, en nous disant ce que dit Gabrielle Dédier, en gros, c'est quand on lui dit ça doit être dur ce problème de poids, elle dit ce serait moins dur à 90% si vous arrêtiez de me faire remarquer. Voilà. Ce qui est dur, c'est vous. Et les 10% qui restent, je m'en débrouille. Et cette chose-là, qui est l'énergie du personnage, ça m'intéressait. C'était de nous renvoyer à son obésité. Alors nous, elle nous renvoie à sa propre obésité. C'est vrai que je me suis aperçue, on s'est aperçu en écrivant, que c'était compliqué. De voir quelqu'un de gros, c'est compliqué pour soi. C'est nous qui avons un problème, plus qu'elle. Enfin, ils en ont de santé et tout ça, mais ils nous disent, mais lâchez-moi avec ça, c'est comme un fumeur, hein, à qui on n'arrête pas de rappeler que c'est pas bon de fumer, hein. C'est mon problème. Déjà, ne me le rappelle pas toutes les 5 minutes. Donc cette indocilité-là m'intéressait, et donc en écrivant, je me suis dit, ça j'aimerais bien le réaliser. Donc j'ai commencé à taper à la porte de la productrice qui m'a dit, non, je produis pas un premier film pour la télévision, c'est pas possible, t'as bien fait d'essayer, mais c'est non. Donc je suis rentrée penaude, et puis on a fini le scénario, ça a été validé, il y avait un réalisateur dessus, on nous donne des dates, tout va bien, et puis finalement ces dates changent et le réalisateur peut pas. Donc j'appelle la productrice, elle me dit oui, je sais, il peut pas, mais ce sera pas toi. J'insiste pas. Donc bon, je dis c'est dommage parce que
j'ai du temps. Non. On rencontre une autre réalisatrice à qui on dit, on se démène pour essayer de la convaincre, et on lui dit c'est pour demain, hein. Il faut t'y mettre demain. Et quand même, c'est un scénario qui lui tombe dessus, qu'elle n'a pas écrit et tout ça, elle hésite, et puis finalement elle dit non. Et là, la productrice dit bon. Muriel alors. Voilà comment ça m'est tombé dessus. J'étais ravie parce que ce personnage me paraissait complètement rentré dans la veine de ce que j'ai envie d'explorer quand j'écris ou quand je réalise. Voilà comment ça a déboulé dans ma vie. Sur l'obésité, enfin sur ces différences, la question des différences, alors une fois de plus, je ne m'attache pas je n'ai pas de grande thématique en fait. J'ai pas de sujet qui me hante. C'est vraiment l'énergie, c'est vraiment la notion d'indocilité, comment quelqu'un sort des clous, comment ramener du brouillard, de la complexité, comment ramener un peu de chaos dans les lignes très, très claires dans lesquelles on veut nous faire évoluer alors que les lignes ne sont pas claires. Donc c'est faux, donc de vouloir sans arrêt nous ramener dans donc tout ce qui peut casser effectivement le cadre, là pour le coup, en termes de thématique, ça m'intéresse. C'est pas tant donc c'est pas un sujet, je suis rarement en quête d'un sujet de société, c'est pas comme ça que je fonctionne. Par contre, s'il rencontre un personnage qui est en train qui me perturbe, qui me fait réfléchir autrement, là tout à coup ça m'intéresse, et je reste collée ou bien le personnage reste collé à moi, ou moi à lui, je sais pas, mais en tout cas, à ce moment-là, j'ai envie d'écrire. On passe beaucoup de temps avec nos personnages, beaucoup de temps. Donc, il faut les aimer, il faut qu'ils nous intéressent, qu'on soit curieux d'eux. Tu l'as dit tout à l'heure, ouais. C'est ton maître mot dans ton art de réalisatrice, de dramaturge et de romancière, c'est le personnage. Oui. C'est l'incarnation et l'énergie qui peut se dégager de cette incarnation en fonction des points d'achoppement qu'il va rencontrer, qu'est-ce qu'il va casser, cadres qu'il va devoir casser. Qu'est-ce qu'il va bousculer, qu'est-ce qu'il va casser, qui fait que je regarde autrement le monde pour être un peu large, très large. C'est ça qui m'intéresse. Je n'aime pas les pensées dominantes, je n'aime pas qu'on veuille me faire penser de la doxa, je n'aime pas qu'on veuille me faire penser d'une certaine façon, ce qui est compliqué aujourd'hui puisqu'il y a des vagues de pensée. J'aime pas les communautarismes, c'est pour ça que je veux le dialogue dans les communautés, pour casser les a priori quand on va dans les classes. Ils pensent que c'est moi l'Iranienne et que oui. Cécile est juive d'Algérie. Ils veulent, ils aimeraient tout de suite pouvoir nommer. Alors toi t'es ça, toi t'es ça. Tu n'aimes pas les cadres, tu n'es à aucun moment donneuse de leçons. Et ce qui est très très beau dans l'art de Muriel, c'est ces ouvertures perpétuelles, moi je trouve, dans ton art romanesque. Pour revenir à ton texte du départ, c'est des fissures. Comme on boucle bien, parce que ça va être le moment des questions maintenant. Voilà, la fissure, la brèche. La brèche, c'est-à-dire que mes personnages ne se rencontrent pas, ils se percutent. Et quand ils se percutent, ça crée une brèche. Et quand on crée une brèche, on voit derrière quelque chose qui est peut-être un autre monde. Ça se passe rarement bien chez moi, les rencontres. C'est des collisions, mais parce que je sais que ça ouvre des espaces. Et donc on peut se dire, lui il est méchant, j'aime pas, mais en fait on va très souvent s'apercevoir que celui qu'on croit qui est méchant, c'est pas qu'il est pas méchant, il est méchant peut-être, mais en tout cas le mouvement qu'il a créé, qui rencontre un autre mouvement, cette addition-là
crée du beau, voilà. Et le beau n'est pas du beau plus du beau. Hein. Une belle personne qui rencontre une belle personne, ça fait pas forcément du beau, en fait. C'est plus... voilà. Alors, chers amis lecteurs, avez-vous des questions pour Muriel, hein, sur le roman, sur le cinéma, sur le théâtre? N'hésitez pas, c'est le moment, avant d'aller boire un verre ensemble, de l'autre côté. Hein. Avez-vous des questions? Oui, Nadine, la question redoutable. Yes. Non, elle n'est pas du tout redoutable. En fait, je me posais juste une question par rapport... Enfin, je ne pense pas qu'elle soit redoutable. Vous parlez du début de culture et de l'anecdote avec les amis de votre fils. Oui. Je me demandais finalement quelle était la place de l'école dans cette envie pas que d'apprendre en fait, de s'enrichir et de... Je pense que l'école a cette mission. Hein. Je ne jugerai pas si elle le fait toujours. Je ne sais pas. En fait, je pourrais mieux m'exprimer. Oui. Vous demandiez ce qui faisait que quelqu'un avait envie de sortir de ça. Oui. Voilà. Et en fait, je le remets dans le contexte de l'école. On a des gens qui baignent qui rentrent chez eux, qui ont des parents cultivés, qui sont riches, voilà. Même si on peut distinguer, mais c'est vrai que quand on est riche, on a plus accès à la culture quand même. Je me demandais, est-ce que finalement l'école ne fait pas son travail? Est-ce que vous ne pensez pas que... Est-ce que vous avez essayé de chercher de ce côté-là pour essayer de savoir ce qui faisait qu'un enfant avait envie tout d'un coup d'apprendre par rapport à un autre? Enfin, de s'enrichir, c'est même pas d'apprendre, c'est de s'enrichir. C'est marrant parce j'étais passée chez Bunel, il m'a posé exactement la même question, j'étais un peu sèche. Parce que je crois encore une fois que il y a plus de brouillard dans ce type de réponse et que c'est une addition de critères. Il faut que l'école continue de tenter d'éveiller la curiosité et le potentiel des enfants qui viennent apprendre. Mais le contexte familial, la pression sociale des réseaux sociaux, des jeux vidéo, des machins, vient faire obstacle à ça. Donc pour que l'étincelle ait lieu, il va falloir encore d'autres critères. C'est l'addition, c'est pour ça que c'est difficile. J'ai pas de recette. Je pense qu'il faut que l'école continue obstinément d'amener la possible étincelle. Elle peut venir d'un professeur, mais on sait que les classes sont nombreuses, que les mômes se déconcentrent. Moi, je vois mon fils, donc il s'est déconcentré. Il n'a finalement pas eu tant de profs extraordinaires que ça. Il n'est pas très bien tombé dans son cursus, j'ai trouvé, en tout cas, que moi, j'avais eu des meilleurs profs qu'il avait eu, en tout cas. Donc, c'est aussi une question de hasard, parce que dans une autre classe à côté, il aurait peut-être eu un prof qui crée l'étincelle. Ça se passe plus maintenant qu'il est dans le deuxième, comment on appelle, après le bac, second supérieur. Là, il a plus des profs qui le passionnent et ça marche mieux. Mais j'aurais aimé que ça ait lieu plus tôt et que ça... Mais... Il y a des profs du secondaire dans la salle ici qui créent des étincelles. Oui, j'aimerais bien qu'ils s'expriment. J'en suis sûre. Non, moi je suis... tu pourrais t'exprimer aussi parce que... Non, moi j'ai... Toi. Effectivement, moi j'ai l'impression que c'est beaucoup de facteurs qui rentrent en ligne de compte et puis après chaque élève est vraiment un cas particulier aussi. Il ne faut pas les voir comme une masse, mais chacun a effectivement en fonction de ses fréquentations, mais aussi rien que son tempérament, son caractère, ses points d'accroche particuliers. Donc c'est vraiment une question qui n'est pas évidente.
Après, malheureusement, ou enfin, je sais pas, ou heureusement, je reste persuadé quand même, nous on les a collège, lycée, la famille fait quand même beaucoup en amont. On voit les gamins qui ont une culture qui sortent, qui partent en vacances à tel endroit, qui me parlent de, moi je suis prof d'histoire géo, qui me parlent ils ont visité tel château ou tel site historique. Donc directement, quand on leur fait un cours d'histoire, ça leur parle. Alors les autres, j'essaye toujours de les accrocher le plus possible en disant voilà, c'est un truc, en leur montrant des images, des films, essayer de manier différents supports. Mais parce qu'il y en a qui le font, je dirais, au quotidien, qui vont au musée, comme vous le disiez tout à l'heure, ou au théâtre, ou qui visitent des sites historiques, ont ces aspérités-là, enfin elles sont beaucoup plus faciles à accrocher sur... Oui, parce qu'on multiplie les chances en fait, et c'est ce que je crois. L'école doit avoir, je pense, vraiment un rôle d'antidestin. C'est-à-dire, moi, je suis complètement opposée à celui qui aurait pu être mon meilleur ennemi si je l'avais rencontré, si j'avais eu la chance de parler avec lui, Pierre Bourdieu, qui était persuadé que de toute façon, le milieu définissait complètement le destin et la trajectoire d'un élève. C'est vrai que c'est beaucoup plus difficile de réussir à l'école de la République quand on est né dans les quartiers que lorsqu'on est né place du Panthéon et qu'on est scolarisé à Henri IV. Mais nous, professeurs, qui sommes des courroies de transmission, des malades atteints de la maladie de l'espoir, j'ai cette maladie-là. On doit placer la barre là pour donner à tous les élèves, même ceux qui au départ seraient définis par Bourdieu comme étant les plus défavorisés, on doit leur donner le meilleur. Et ça n'est qu'à cette condition-là que ça marche. Alors bien sûr, ce sera beaucoup plus difficile de faire cours à Bobigny que de faire cours à Henri IV. Mais on est des courroies de transmission entre des textes difficiles qui écrasent les élèves, mais qui nous écrasent nous aussi. Nous les profs, on est des nains perchés sur les épaules des géants que l'on lit. Donc on est tous écrabouillés, c'est pas grave. Seulement il faudra répéter, reformuler presque jusqu'à l'infini parfois un propos difficile et le rendre accessible, parce que c'est très facile d'humilier avec la culture, avec un texte sublime, un élève. Et nous, on tient beaucoup, Muriel et moi, à ce principe-là de la transmission, rendre palpable, incarné, accessible, quelque chose qui est terrifiant. Je veux dire, même, vous voyez, on n'est pas à l'école ici, mais ces petites rencontres toutes simples qu'on fait ici, au théâtre de la Reine Blanche, c'est pour dire au lecteur à quel point un auteur, c'est quelqu'un de vivant, c'est pas quelqu'un qui fait peur, c'est quelqu'un à qui on peut parler, avec qui on peut boire un verre après, parce que la littérature, c'est chose concrète, vivante, accessible. Et voilà, il y a une certaine élite qui, je pense, dans notre pays, organise le statu quo en gardant en fait toutes ces choses merveilleuses pour garder le pouvoir. Et je pense que quand on est professeur, il faut se poser la question de savoir si on a vraiment envie de transmettre. Et à partir du moment où on a envie de transmettre et où on est capable d'empathie, tout est possible, même dans les coins les plus difficiles. François, il ne le dira pas parce qu'il est hyper modeste, mais il travaille avec des élèves qui sont sourds, autistes Asperger, 10, multi-10, et ça se passe très très bien, parce qu'il a cet allant vers l'autre qui est différent. Et ça, c'est pas donné à tout le monde, et à tous les profs, et c'est un métier difficile. Je vote pour Cécile. Excusez-moi, j'ai monopolisé. sur cet aspect-là des choses, et c'est vraiment, comme je disais tout à l'heure, au contact de Cécile, que j'ai pris conscience, là, pour le coup, de l'importance d'être ambitieux pour les élèves. Mais c'est vrai que moi, quand j'écris, je ne pense pas, comme je disais, aux idées, finalement. J'aime bien que ça... Je ne sais pas, en fait, quelles sont exactement les idées qui suintent du livre, mais je veux regarder un moment, comme ça, dans la vie d'un personnage, et c'est sans doute influencé des mille choses que je vis. On l'analyse presque après écriture, quand on commence à nous questionner, justement. Donc on se dit, ah mais oui, ça vient de là. Mais j'aime mieux me consacrer à l'émanation des situations que je crée, qu'aux idées elles-mêmes, en fait.
Et c'est pour ça que j'ai du mal un petit peu à répondre à ces questions-là, auxquelles finalement dans ma vie d'auteur, d'écrivain, je ne suis pas tant que ça confrontée, sauf dans les dialogues où là, je vais dans les classes. T'es dans l'action. Ouais, je suis dans l'action. T'es dans l'action. Oui. Moi, je voulais savoir comment vous choisissez la forme que vous allez donner à un récit. Pourquoi ce personnage de la jeune femme obèse, c'est forcément un film, et pourquoi Marie, c'est un personnage de roman? Oui, c'est une question très pertinente parce que je me la pose très 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 souvent. Et comment vous arrivez à répondre? En fait, souvent, ça part de mon désir. C'est-à-dire quand, bon, là c'est différent puisque le livre témoignage m'a été amené par une production et que c'est après coup que je me suis dit mais ça rentre dans mes désirs, c'est un peu différent. Mais quand un personnage frappe à ma porte, comme Marie qui fait ses contes, je me demande comment j'ai envie de la raconter. C'est presque sensoriel. Comment j'ai envie de passer du temps avec elle. Et si je sens que j'ai envie de rentrer dans sa tête, que j'ai envie de décrire Le Havre, que j'ai envie, je me dis c'est un roman. Si j'ai envie que ça joue, pour reprendre mon lapsus de tout à l'heure, je vais déjà aller plus vers le théâtre ou le cinéma. Le cinéma, c'est aussi quand je sens de la dramaturgie, parce que le cinéma a besoin de dramaturgie quand même. C'est-à-dire que ça avance quand même. Hein. Faut pas que il faut de la matière pour que le récit avance, même si ça ne me dérange pas qu'il y ait des parties chroniques dans un film. Il faut quand même assez d'articulation pour que vous ne vous ennuyez pas trop, quoi. Donc si je vois qu'il y a une matière à dramaturgie qui m'excite, je me dis c'est plutôt un scénario. Peut-être aussi l'actrice merveilleuse, pour moi grosse. Oui. Tu avais peut-être aussi quelqu'un en tête aussi. Oui, on peut. Parce que souvent, quand on écrit du théâtre, on pense à. Vraiment, pour écrire du théâtre, je pense des fois à des comédiens ou à des comédiennes en particulier. Alors, et ça influence l'écriture. Oui, mais moi, pas tellement. Je pense à. Moi, depuis toujours, ce sont les personnages. Et je me souviens que mes premières pièces de théâtre, je me disais. Quand on me disait mais est-ce que tu penses à un acteur, je me disais mais j'ai pas envie de penser à un acteur parce que j'ai envie de penser à un personnage, j'ai envie que ce soit lui, c'est avec lui que j'ai envie de passer du temps, c'est pas avec Depardieu ou avec Catherine Deneuve. Tu les connais. Non mais j'ai envie aussi, mais c'est différent. Moi c'est vraiment je veux pouvoir, sinon ça va me le diriger mon personnage. Moi j'ai envie de le sculpter comme j'ai envie qu'il soit pour passer du temps avec lui. Donc j'ai beaucoup de mal à... Et après je me dis l'acteur c'est son rôle, c'est son métier plutôt d'aller vers mon personnage. C'est son métier de l'incarner. Et c'est ça qui devrait l'exciter normalement. C'est que justement ce n'est pas lui. Et les comédiens qui sont là, parce qu'il y en a. Ouais. Qu'est-ce que vous en pensez de ça, s'emparer d'un personnage, Pierre? Moi j'avais une question, c'est comment est-ce que vous les dirigez, surtout que c'est vous qui faites l'adaptation souvent, donc est-ce que c'est pas trop dur de faire un peu le deuil de... Parce que quand ça se concrétise, c'est pas forcément, ça réduit pas forcément ce qu'on a fait soi, mais en tout cas c'est très pragmatique, du coup ça se matérialise. C'est vrai. Et comment est-ce que vous les dirigez du coup? Pour qu'ils rentrent dans mon monde. Oui, ouais, mais quand vous je les amène à se rapprocher de... Mais tu as raison, hein, c'est extrêmement juste. Tu t'es fait une image mentale, et puis il va falloir qu'un vrai corps, avec un vrai visage, une vraie voix, vienne rencontrer ton image mentale. C'est compliqué, hein. Donc, il y a effectivement un deuil à faire. Qui est finalement pas si douloureux, parce qu'en général, tu as aussi des coups de cœur pour les acteurs qui amènent quelque chose qui secoue ton personnage, mais comme j'ai dit tout à l'heure que ça me plaisait bien, les secousses, je ne vais pas dire le contraire, tu te dis, c'est chouette, et après je lui dis, mais est-ce que tu peux aussi le dire comme ça, par exemple, pour que ça rentre
dans la vision que j'en ai, et comme les acteurs aiment être dirigés la plupart du temps, enfin, ils se plaignent souvent de ne pas l'être. Hein. Donc, comme moi j'ai envie de les amener, et ça leur plaît. Quelquefois, tu prends un acteur pour son... Tu vas avoir du mal à diriger, tu le prends juste pour ce qu'il est. Ça arrive, quelques acteurs, tu peux pas faire grand-chose avec eux. Mais moi, personnellement, je préfère quand même pouvoir qu'on joue ensemble, en fait. Tu m'amènes des choses. Là, pour mon film, il y a Pierre Deladonchamp qui va jouer dedans. Je ne sais pas si vous voyez qui est cet acteur. C'est un des jeunes acteurs qui monte et qui est très, très talentueux. Et j'ai eu un rendez-vous avec lui et il m'a dit moi, mon grand plaisir, c'est de faire ce que le réalisateur me demande. Donc, on le fera, je le ferai. Et je suis tellement content quand le réalisateur me dit c'est bon, j'ai ce qu'il me faut. Mais à ce moment-là, j'aime bien faire une prise bonus. Alors je disais, mais c'est quoi une prise bonus? Moi, c'est la prise où là, moi, je fais ce que je veux. Et il me dit, tu veux bien que je fasse une prise bonus à chaque fois? Je dis, ben, c'est vendu, tu feras la prise bonus. Ce qu'il dit, on a quand même toujours, même si mon grand plaisir, mon kiff, c'est de donner au réalisateur ce qu'il veut, j'ai quand même souvent une petite frustration de, mais ça, il ne me l'a pas demandé, alors que... donc, ben, voilà, on va le faire. Moi, j'aime bien ça. Mais surtout si j'ai eu ce que je veux. Ce que j'aime pas, c'est que l'acteur emmène tout de suite la scène vers ce qu'il croit juste, alors que très souvent, les acteurs n'ont pas la vision d'ensemble du film. Ils ont la vision parfois de leur propre personnage. Et ils ont travaillé leur scène, mais ils n'ont pas la vision d'ensemble. Donc ils pensent que tu te gourres, mais non. Oui. Ce qui serait super intéressant, ce serait que, une fois que le tournage est terminé, tu fasses une deuxième version, la sienne. Avec le bonus. Un deuxième film, tu veux dire? Oui. Ah oui. Complètement différent. Ah oui, que je monte. Là, c'est que les prises bonus. Donc, je le ferai pour toi. Est-ce que tu peux nous parler de l'indocilité? Parce que tous tes livres, les tout premiers, Lendemain Gabriel, Enfin sur les murs, N'oublie pas les oiseaux, tout ça, il y a vraiment ce fil conducteur qui est ta thématique. Oui. Et qu'on voit et dans tes romans, le dernier, et dans les films que tu choisis d'écrire ou de tourner. Oui. J'en ai, je crois, un peu parlé, mais l'indocilité, pour moi, ce n'est pas... on pourrait croire que c'est la rebellocratie, hein, c'est-à-dire se rebeller, mais non, hein, c'est pas du tout ça. C'est je me rebelle si c'est pertinent pour moi de me rebeller. Mais pas systématiquement. En fait, c'est échapper au système. Et c'est très compliqué. Et parce que les systèmes, il y en a de toutes sortes. Il y a son propre système. Hein. J'ai une identité, donc ça, je ne le supporte pas. Donc ça, je le... Enfin, toutes les choses qu'on s'auto-ordonne, finalement. Mais il y a aussi, bien évidemment, le système de notre vie en famille, avec nos proches, nos amis. Et puis, il y a le système de la société. Donc, être indocile, pour moi, c'est tout le temps repasser par où j'en suis, moi, avec ces questions-là, quitte à me marginaliser, quitte à sortir du groupe, quitte à être dans le groupe, comme un mouton, parce que ça me convient à ce moment-là, et que oui, je vote pareil que tout le monde à ce moment-là, mais que toutes les possibilités, en fait, qu'on reste en éveil sur une pensée qu'on va régulièrement passer au crible de est-ce que c'est bien la mienne, en fait. Et ça demande une vigilance, et mes personnages, c'est vrai, sont souvent des indociles. Qu'ils soient dans mon roman qui s'appelle Les Indociles, mon héroïne, elle n'est pas forcément sympathique d'ailleurs, hein. Elle a une indocilité pas très avenante,
mais qui lui va très bien, et qui, je pense, va très bien au monde, puisqu'elle va créer, elle aussi, du mouvement. Et comme je disais tout à l'heure, elle a du mouvement qui crée de la beauté, je crois. Donc, c'est vrai que c'est pour ça, je pense, que j'aime pas les sujets, en fait. Parce que les sujets me demandent sans doute de démontrer quelque chose. Et dans ce cas, mes personnages qui sont pas dans la démonstration, eh ben, ils peuvent pas raconter ce que je voudrais raconter, puisque eux, ils vont essayer forcément de prendre de contre-pied, ou pas forcément, mais en tout cas, ils pourraient le prendre. Je sais pas si c'est clair, mais oui. Mais c'est vrai que je crois que c'est presque la seule chose qui est le fil rouge de ce que j'écris, en fait. Alors, une dernière question, et puis après, on passe avant-dernière. Bon. Est-ce que tu saurais dire entre le cinéma, la télé, le théâtre ou la littérature, l'art dans lequel tu t'épanouis le plus? Oui. Si j'ai un pistolet sur la tempe, la littérature. Ah, j'ai eu peur. T'allais dire le cinéma. J'étais sûre que t'allais dire le cinéma, ça me fait vachement plaisir. Non, mais après, j'adore réaliser aussi. Mais c'est bien aussi. Mais... S'il devait en rester qu'un. S'il devait en rester qu'un, c'est la littérature. Oh, mais Est-ce que tu peux me dire pourquoi ce titre? Ah. Et en guise de remonter à la source de la rivière, est-ce que tu pourrais nous lire peut-être les 3 ou 4 premières lignes? Pourquoi ce titre? Parce que je l'ai emprunté déjà. Je l'ai emprunté à une chanson d'Alain Souchon qui s'appelle La beauté d'Ava Gardner, dans laquelle il dit « J'aime les regretteurs d'hier qui trouvent que tout ce qu'on gagne, on le perd, qui voudraient remonter le sens des rivières, qui voudraient changer le sens des rivières. » Ça, c'est Souchon. Et aussi parce que c'est ce que tente de faire Marie, qui est dans un flot qui l'a conduit à une certaine vie et qui va, dans son éveil, tenter de nager à côté. Loyer, charge, 410 €. Téléphone, internet, 53 €. Essence, assurance, divers voitures, 110 €. Manger, 350 €. Papa, 300 €. Plus salaire, 1320 €. Plus pourboire, environ 250 €. Reste pour autres, 347 €, soit 12 € par jour environ. Marie scrute la liste rédigée de son écriture ronde d'ex-élève appliquée et conclut que 12 € par jour, c'est assez pour s'acheter une paire de Converse rose pour son rendez-vous du lendemain avec Alexandre. Merci Muriel. Merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup Muriel. Et puis, on continue à parler avec Muriel Magellan, et bien de l'autre côté, au petit salon où nous